etc., la rumeur publique, qui n'est pas toujours une bonne langue, qui peut être une mauvaise langue, disait qu'il habitait deux endroits. Il habitait les avions, il habitait la télévision. On se demandait s'il avait une maison. Tu parles de qui? Je parle du président de la République. De Bouteflika. C'est évident. Donc il y avait ces aspects-là qui montraient un homme extrêmement dynamique, très volontaire, etc., mais en même temps qui s'agite beaucoup, et il s'agite sur la scène internationale au point de pratiquement de passer de plus en plus inaperçu sur la scène nationale, comme si il avait abandonné la scène nationale à des gens pour s'en occuper, et il est constamment sur le front notamment parce que l'Europe, les rapports euro-méditerranéens se sont mis en place, il y a des enjeux qui sont mis en place, il y a l'omerta de Kadhafi sur l'Afrique, que la France voit d'un mauvais œil, et que les États-Unis, derrière la France, qu'ils poussent d'ailleurs, voudraient bien déverrouiller Kadhafi d'un certain nombre d'États africains qui lui sont de plus en plus soumis, dollar, pétrodollar oblige. C'est tout cet aspect-là, c'est ce cinéma, ce cirque qui est fait, et qui m'a fait rappeler une chose, et il y a un texte que j'avais une fois envoyé dans les réponses que j'avais données à quelqu'un, et un texte de Chomsky, sur les directs de la manipulation. Sur les directs de la manipulation, et j'invite les gens à le relire, parce que au premier point de ces stratégies de manipulation, il y a la médiatisation d'ordre cinématographique ou d'ordre médiatique. Alors, il y a beaucoup de... Oui. Si tu permets, je ne sais pas si... il y a trop d'informations, il y a trop de choses à dire en même temps, etc. Mais il faudrait peut-être qu'on revienne plutôt sur l'essentiel. Oui, et bien sûr. L'accessoire, on pourra peut-être l'utiliser par la suite comme support d'analyse. D'accord. Alors, toi, tu as ouvert la discussion sur l'Empire Khalifa, qui a, j'allais dire, caractérisé la première période qui va de 1999 à 2004, et que cet empire sur lequel a mis sur pied, Bouteflika a mis sur pied son régime d'une façon directe et indirecte, outre bien sûr l'argent du contribuable, outre l'argent du pétrodollar, etc. Bon, nous savons pertinemment, tout le monde le sait, que la famille Bouteflika, particulièrement un de ses frères, était l'avocat de Khalifa, que la présidence elle-même a tiré profit à travers des véhicules, que Bouteflika a rencontré lui-même Moumen Khalifa, et que tout le monde rencontrait Moumen Khalifa, que des ministres, le gouvernement, des députés, etc. etc. Je n'en continue pas. Mais le plus important dans cela, question importante. À ton avis, quelle est la relation entre Bouteflika et Khalifa? Et quelle est la relation entre les alter-ego de Bouteflika, en l'occurrence le DRS, Toufik et les autres, et ce Moumen Khalifa? Parce qu'à mon avis, ce sont les questions les plus importantes aujourd'hui. Parce que, tu l'as si bien dit, il n'est pas né ex nihilo. Il n'est pas venu au monde comme ça. Nous savons très bien qu'il a fabriqué son empire ici avec l'argent des Algériens. Donc, il est nécessaire aujourd'hui de déterminer et de définir les responsabilités des uns et des autres. L'argent est un argent algérien. Il n'a pas rentré un sou, un kopek, un zloty, comme disent les Polonais. Quelqu'un zloty, c'est un argent. Tout le monde se souvient de cette opération extraordinairement médiatisée, très très complexe en même temps, par laquelle Moumen Khalifa a renfloué les caisses de ses banques en un tournement en moins d'un trimestre, par le fait d'avoir rendu public qu'il accordait des taux d'intérêt de 17% pour le placement. Jamais vu. Aucune banque au monde ne donne 17% pour un placement. Or, il s'est trouvé des institutions de l'État. L'ensemble. Qui ont placé leur argent. Y compris des banques. Y compris la sécurité sociale. C'est-à-dire, c'est les Saïd et les autres. Les banques, CPA, la BDL et les autres qui plaçaient de l'argent de chez. Moi, ce que je voulais savoir, parce que bon... Et ça, attention,
Ça a fait... Si c'était resté algéro-algérien, ça serait passé comme une lettre à la poste. C'est les institutions internationales qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que les institutions internationales, et ça on le voit très bien aujourd'hui avec ce qui se passe en Libye, en Tunisie, en Égypte, etc. Dès qu'il y a des choses bizarres, les institutions internationales qui sont des institutions de pays démocratiques, tout revient au débat sur les plateaux. D'où viennent les placements? D'où vient l'argent? Est-ce que ce n'est pas du blanchiment? Alors, si vous parlez de blanchiment d'argent dans les logiques capitalistiques, vous soulevez de gros lièvres, de gros poissons. Et c'est comme ça que finalement, l'affaire Khalifa, elle a ramené dans le débat algérien et dans le débat entre les Algériens et leurs partenaires européens, la question, d'une certaine manière, de l'assassinat de Merbah. Et si Merbah était effectivement parti en Suisse pour rapatrier un certain nombre de données. De documents. Et dès qu'on a fait le lien, dès qu'on a commencé à penser à tous ces placements à l'étranger, qui étaient accélérés par les banques Khalifa, et la banque Khalifa a eu des succursales en Europe. La banque d'Algérie n'a pas de succursale. À Malte, elle n'a pas de succursale. Je ne sais pas moi, quel est le pays le plus pauvre de la planète. Elle a des succursales, la banque de Khalifa avait des succursales à Paris et à Marseille. Il y a quelque chose de pas clair, il y a quelque chose d'irrationnel. Ça veut dire que c'est une banque qui, précisément, devait probablement fonctionner essentiellement dans le blanchiment d'argent. Et ça ne marche pas dans ces systèmes. Et quel type d'argent? Peut-être l'argent de la corruption, peut-être du terrorisme, on ne sait rien. Bien sûr, mais tout est lié, de toute façon. Tout est lié. Ça rappelle aussi le fait de l'affaire, il y a eu l'affaire avant même l'affaire Boudiaf, l'affaire Qsdi Merbah, il y a eu l'affaire Boudiaf. Et dans l'affaire Boudiaf, entre Qsdi Merbah et Boudiaf, il y a eu un événement qui ne nous a pas concernés directement en tant qu'Algériens, mais qui a un lien avec toutes ces histoires de finances, c'est la mort du Premier ministre français. Pierre Bérégovoy. Un âne. Qui s'est suicidé. Je ne sais pas si c'est suicidé avec une balle dans la nuque, parce que ça c'est une spécialité algérienne, n'est-ce pas? Mais c'est que... Si je t'avais posé la question tout à l'heure, c'est l'Akhdar, par rapport à ce lien entre Bouteflika et Khalifa, si tu permets, juste un petit rappel, si tu permets. Bien sûr, bien sûr. Si tu permets, il faudrait se rappeler que, politiquement parlant, Khalifa le père, c'est-à-dire la Russie, a été ministre dans le premier gouvernement Ben Bella. Il a été ministre de l'industrie et de l'énergie. Très juste. Ça, sur le plan politique. Je ne dis rien sur le père. C'est à l'histoire de dire. Mais je dis sur les liens symboliques et politiques. Ça veut dire qu'il a été ministre avec un certain Abdelaziz Bouteflika qui n'avait que 25 ans à l'époque, comme ministre de la jeunesse et des sports, et par la suite ministre des Affaires étrangères. Après 65. Non, c'est ça. Ministre de la jeunesse et des sports en 62, et par la suite ministre des Affaires étrangères. Maintenant, ce même Larouzi Khalifa, pour le placer dans un autre contexte, mais cette fois-ci de nature institutionnellement militarisé, c'est-à-dire sécuritaire, et particulièrement ce qu'on appelle communément aujourd'hui le DRS, alias sécurité militaire, alias malgache. Larouzi Khalifa était un malgache. Donc, Khalifa le malgache, Khalifa le ministre de l'industrie et de l'énergie, 30 ans, 35 ans, 40 ans après, en voilà un fils qui vient et qui devient lui-même un empire financier, avec justement l'appui politique d'un Abdelaziz Bouteflika et de toute une famille, et l'appui, vous n'allez pas me dire que personne ne le savait, ni à la Banque d'Algérie, ni au ministère des Finances, ni au niveau des services d'enseignement du DRS, etc., avec l'appui clair et net d'une élite politico-sécuritaire, politico-militaire,
à leur tête Belkhir et les autres. Donc, est-ce que ça peut t'éclairer un petit peu sur ce mouvement qui renvoie plutôt à l'histoire et qui explique ce qui s'est passé dans cette période 99-2004? À l'histoire, on sait moins de choses parce que la grande opacité règne jusqu'à pratiquement la pré-période Zawal. Parce qu'il y avait des opacités, y compris dans la période Zawal. L'histoire se chargera de mettre. Les choses vont commencer à devenir claires à partir de 1999-2000. Pourquoi? Parce que la folie des grandeurs, le syndrome de l'Empire, c'est-à-dire de n'avoir à rendre de compte à personne, ce pouvoir, cette illusion de pouvoir absolu, va faire commettre la plus grave des erreurs à ces gouvernants, c'est d'être arrivés à un tel degré de mépris du peuple et de leur opposition qu'ils ont laminée, au point de dire on n'a plus peur de rien. On va jouer franc jeu, on va abattre les cartes. Et abattre les cartes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer la logique du système. Et le système était militaire, il devient un système policier. Une autre caractéristique importante, le système était opaque, il va devenir transparent. Et c'est calculé. Pourquoi c'est calculé? Le fait de passer de l'opacité à la transparence veut dire que nous instaurons un système de l'impunité. C'est le fait accompli. C'est le fait accompli. C'est comme ça. On le veut comme ça. C'est-à-dire c'est la démocratisation de la corruption, la démocratisation de la répression. C'est ce que, comment il s'appelle, ce que Noam Chomsky, je lui laisse la responsabilité de la qualification, il dit c'est le système voyou. Ah, c'est ça le système voyou. La voyoucratie. Le système voyou, c'est le fait que des gens programment des lois, rédigent des lois, font voter des lois et ils sont les premiers à les violer. C'est ça ce qu'on appelle un système voyou. Il ne s'agit pas de voyou au sens moral du terme, c'est au sens politique du terme. Et ça, c'est quelque chose qui se met en place en Algérie à partir de 2000. Est-ce que ça n'explique pas, est-ce que ça n'explique pas que le peu de mécanismes de fonctionnement, que le semblant même de l'État qui existait, que Zawal voulait réhabiliter, remettre en place, est-ce que c'était pas la fin de l'État lui-même, du semblant même de l'État? Est-ce que c'est pas parce que l'État s'est définitivement écroulé que ce système, qui est devenu l'incarnation même de quelques comportements individuels, de groupuscules et de nébuleuses, j'espère, d'omerta, ce que tu as qualifié tout à l'heure pour l'Afrique, d'omerta, est-ce que c'est pas parce que nous sommes passés de l'ère entre guillemets, de l'État à l'ère du pouvoir, c'est-à-dire à l'ère de famille, de sectes, de groupes de pression, de groupes d'influence, et de voyous, c'est ce qu'appelle Chomsky voyou. Dans un certain sens, oui. Oui, mais l'État reste, comme tu le disais plusieurs fois, en opposant la distinction entre pouvoir et État. Exactement. L'État reste, c'est toujours le même. Il n'a pas changé de structure, il n'a pas changé, les institutions ne se sont pas multipliées à l'infini. Mais elles ne sont pas fonctionnelles, il n'y a pas de fonctionnalité, il n'y a rien. Dans un système où le pouvoir devient discrétionnaire, absolutiste, présidentiel à outrance, impérial, l'État, c'est une simple administration d'enregistrement. Au service même de ce pouvoir. Au strict service de ce pouvoir. Au strict service. C'est pour ça que souvent les gens disent qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre ce type de pouvoir et cet État qui est à son service. Je donne un exemple. On est arrivé à une logique où, jusque dans les années 90, jusque dans les années 95, 96, 97, par exemple, vous avez des structures dans lesquelles
je vais prendre un secteur que je connais bien. Comme ça, si je parle d'économie, les gens disent « n'est pas économiste ». Ils ont raison. Je suis linguiste, je suis un enseignant. Je vais parler du système d'enseignement. Dans le système d'enseignement algérien, l'enseignement et son secteur a de tout temps, depuis pratiquement l'indépendance, a été une zone de turbulence dans la logique institutionnelle que met en place l'État. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique n'est pas très intéressé, le pouvoir, les détenants, les décideurs du pouvoir, ne sont pas très regardants sur le système d'enseignement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que passé la période d'incubation, la première période du primaire, leurs rejetants vont aller dans des établissements protégés dans le secondaire et ils vont partir à l'étranger pour la finalisation de leurs études. Ça, c'était quelque chose d'acquis. Acquis. Donc, l'enseignement paraît être vraiment le parent pauvre. Il devient le dépotoir. Paradoxalement, cet enseignement, les premières vagues d'enseignants qui se sont investis dans cette fonction enseignante et dans ce secteur sont les produits de l'école française. Et les produits d'une université bicéphale. L'université algérienne a été bicéphale jusqu'à la fin des années 70. Effectivement. Bicéphale, ça veut dire qu'il y a une partie qui était gérée sur le mode de la rationalité. Hybride. Sur le mode de la rationalité de l'UNESCO et donc occidentale, avec des enseignants, un encadrement, etc., etc. Et il y a un autre secteur qui est en train de se développer, qui est un secteur, j'allais dire presque informel. Informel parce qu'on a fait appel à n'importe qui, pourvu qu'il sache lire et écrire, et qu'il sache répéter, et qu'il sache un peu annoncer, pour combler le vide. Or, l'enseignement a toujours fourni une logique contestataire. L'enseignant conteste de par son statut. Et en plus, quand il est face à une administration qui a un comportement qui n'est pas du tout un comportement éthique et qui n'a pas un comportement pédagogique, dont elle se soucie très peu, elle est soucieuse surtout de rationalité, de gestion. Et quant à l'éthique, tout le monde sait, bon, pour placer un enfant, il faut téléphoner, un tel téléphone sans coup de fil, tu me places mon fils là, tu l'enlèves d'ici parce que l'enseignant n'est pas bon, ce lycée est mal coté, etc. Ça a fonctionné comme ça. Il manque de 5 points, il faut lui rajouter 10. Voici exactement. Ma fille, voilà, elle doit se marier, donc il fait... C'est allé à des logiques incroyables. Absurde. Le comble du comble, c'est un ministre, je ne donnerai pas son nom, mais ça fera dans mes archives parce que je l'écrirai, un ministre qui décide un jour de faire porter par son chef de cabinet un diplôme d'études supérieures à la fille d'un officier supérieur de l'armée, à qui il doit son poste de ministre. Bon, tout le monde saura de qui il s'agit, ce n'est pas la peine de m'en demander qui c'est. Non, non, tu sais pourquoi je ne te le demande pas? Parce que c'est devenu une règle à l'université. Tout le monde le sait, tous les étudiants le savent, tous les enseignants le savent et la majorité des gens le savent. Donc c'est pour cela que c'est devenu banal. Voilà. C'est pour ça qu'il faut une amputation.